Trois tabous fondent la plupart des sociétés humaines. Ceux du meurtre, du cannibalisme et de l'inceste. Au-delà d'une simple condamnation morale, ils sont l'expression d'interdictions communes garantissant la civilisation et le vivre ensemble. Depuis les travaux de Freud et de Lévi-Strauss, le mot tabou est passé dans le langage courant. Il représente généralement ces sujets qu'on ne souhaite pas aborder par crainte ou par pudeur. Au contraire des trois tabous fondamentaux, ces tabous-là sont parfois faits pour être brisés, avatars d'un moralisme suranné. Quand Charlie commence à se prostituer, elle n'a pas franchement l'impression de briser un tabou, mais plutôt d'aider les hommes, et peut-être de s'aider un peu aussi. Mais le jour où elle commence à se livrer un peu trop, elle comprend que le poids de la société pourrait la rattraper. Vous écoutez Transfert, épisode 291, un témoignage recueilli par Lola Berthet. En 2009, je vis à Madrid, en Espagne, où je travaille dans différents bars et restaurants de la ville. En général, je finis un service, je rentre chez moi, je dors quelques heures et j'enchaîne le second. Mais je fais ça parce que j'adore les métiers que je pratique et le reste du temps, en fait, je sors beaucoup avec mes amis, je profite de la ville et de la vie. Je viens d'une famille assez nombreuse, j'ai 2 sœurs et 2 frères et j'ai grandi dans un environnement plein d'amour, mais aussi très fermé, assez clanique, dans lequel on était très protégés, on vivait tous ensemble, mais on avait quand même assez peu de contact avec l'extérieur. Et c'est vrai que quand j'arrive à Madrid, je découvre tout un autre monde que je ne connaissais pas du tout et une vie un peu plus seule, puisque j'ai toujours vécu avec tous mes frères et sœurs et mes parents. Donc j'ai 23 ans et c'est vrai que c'est un peu le début aussi de ma vie sexuelle. J'ai commencé relativement tard. C'est tout nouveau pour moi, plein de nouveaux horizons et je découvre plein d'aspects de moi que je ne connaissais pas avant et dans lesquels je prends beaucoup de plaisir. Un matin, au début de l'année 2009, je me réveille avec vraiment un sentiment fort qu'il faut que je change quelque chose dans ma vie. Je décide de l'écouter et je me dis que c'est le moment de partir ailleurs, de faire autre chose, même si j'ai aucune idée de quoi, mais j'ai vraiment un sentiment profond qui me dit qu'il faut que je change de vie. Donc je sais pas trop où partir, j'ai pas forcément beaucoup d'argent sur mon compte en banque et je suis sur les réseaux sociaux à ce moment-là. J'ai une amie que j'ai rencontrée à Madrid qui a déménagé en Suisse et qui me dit «Viens me rejoindre, c'est un chouette endroit, ça te plaira sûrement. Moi je viens d'arriver, j'ai trouvé du travail. Si ça te dit, je t'héberge». Donc, je regarde les billets d'avion pour la Suisse. Ils sont pas très chers. Avec une compagnie low cost, c'est bien pratique et je décide de prendre un billet instantanément pour le lendemain matin. Donc 24 heures après, ce réveil qui m'insufflait de changer de vie, je suis à l'aéroport à Madrid et je pars en direction de Genève en Suisse. J'arrive en Suisse, c'est l'hiver, il fait froid et le temps est très gris et les gens un petit peu aussi. Donc il y a un gros parallèle avec les gens de Madrid qui sont hyper chaleureux, avec qui c'est très facile de faire des contacts. En Suisse, je me retrouve un petit peu avec cette barrière qui est un petit peu plus dure à franchir pour rencontrer des nouvelles personnes. Je trouve pour commencer un travail dans un bar parce que c'est le métier que je connais et c'est vrai que je suis confrontée très vite à la difficulté de relationnel avec les Suisses où parfois des personnes refusent même que je les serve parce que je suis française et qu'on l'entend vraiment dans mon accent. On est en février 2009, je décide de me laisser quand même une chance et de laisser passer l'été parce que c'est quand même un très joli pays. Donc je passe tout mon été 2009 en Suisse et je décide de partir au mois de septembre pour une destination que je ne connais pas encore. Sauf qu'au milieu de l'été, je fais une rencontre. Je rencontre Sébastien avec qui on démarre une relation assez forte et qui me fait rester un peu plus longtemps que ce que j'ai prévu. Sébastien, il est très différent de moi. Il est un petit peu plus âgé, il vient d'une partie de la Suisse où on parle allemand. Il est très posé, très sûr de lui. Il travaille dans une grande agence de marketing en tant que directeur là-bas. Mais on a une connexion instantanée et tout va assez vite. Du coup, on aménage très rapidement ensemble et on part dans une relation
dans laquelle aucun de nous deux ne contrôle plus rien et qui est juste faite de passion et de conversation et de communication assez intense. On fait beaucoup, beaucoup la fête. Il a beaucoup d'amis, il me les présente. On a un groupe assez nombreux, donc on sort tout le temps, avec beaucoup d'excès aussi. Le sexe est vraiment une grosse partie prenante de notre relation. Bah, on adore ça tous les 2. Tous les 2, ça se passe, super bien aussi et notre vie est très rythmée avec ces excès, cette vie sexuelle intense, peu d'heures de sommeil, beaucoup de communication et on se retrouve à être beaucoup tous les 2. Donc au-delà de nos excès, on a tous les 2 une vie professionnelle très active. Il adore aussi bosser. Moi, j'enchaîne les boulots différents avec des agences d'intérim. Je change régulièrement de poste en fonction de ce qui me plaît ou de ce qui me plaît plus. Je peux enchaîner, différents jobs et faire des choses complètement différentes les unes des autres sans avoir le temps de m'en ennuyer. Durant mes différentes missions, on me propose, aussi des CDI que j'accepte en général, mais qui m'empêchent pas en fait de les quitter après quelques mois dès que je m'ennuie et j'enchaîne comme ça différents postes jusqu'au jour où j'en trouve un qui me convient mieux que les autres. Je me retrouve à gérer une équipe d'une douzaine de personnes. C'est une nouvelle expérience pour moi et je me découvre une nouvelle passion avec, un job qui est beaucoup dans le relationnel, dans mine de rien aussi un petit peu l'aspect psychologique et social, bah, que peut demander la gestion d'une équipe et je me dis que finalement c'est le travail que j'ai envie de faire. Donc avec Seb, on discute beaucoup de tout. On est très honnête et transparent l'un envers l'autre et assez vite, on parle de nos vies sexuelles, d'avant nous. Au cours de ça, il me raconte qu'il a fait plusieurs fois appel à des prostituées dans sa vie sexuelle depuis qu'il est, actif sexuellement. Du coup, on en parle vraiment en détail. Moi, c'est une activité que je connais peu. C'est vrai qu'en Suisse, la prostitution est légale, donc ça amène tout un autre aspect au sujet puisqu'il n'est pas rare d'entendre des personnes qui disent avoir fait appel à des prostituées au cours de leur vie d'homme. Il y a beaucoup moins de tabous qu'ailleurs à parler de ça. Dans ces discours, on ressent très peu l'aspect tarifé de la chose, mais il me raconte ça comme s'il me racontait, sa dernière, relation suivie avec une femme. Donc quand il me raconte tout ça, c'est vraiment pour me permettre de le connaître un peu mieux. C'est pas du tout une confession, c'est pas du tout quelque chose dont il a honte ou dont il est fier. Ça vient juste dans la conversation comme quelque chose d'autre pourrait arriver. Ses amis sont au courant aussi, sa maman même. Il y a pas du tout de tabou autour de ça. C'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'intrigue parce que j'avais pas envisagé qu'on puisse, parler de ça de manière aussi libre. Ça titille mon esprit à ce moment-là. Il me raconte notamment que beaucoup, des femmes à qui il fait appel lui parlent aussi de différentes expériences qu'elles ont avec des hommes et lui confient notamment que 60 du temps, elles n'ont pas forcément de rapport sexuel avec leurs clients, mais qu'elles sont là, plus dans une demande d'écoute et de partage et c'est vrai que c'est quelque chose qui me surprend beaucoup et ça m'intrigue vraiment et je me dis qu'au-delà du sexe, il y a forcément un aspect sociétal, un peu plus psychologique, qu'on n'aborde jamais quand on pense à la prostitution et je ne sais pas pourquoi je commence à y penser beaucoup, en essayant de chercher des réponses. C'est vrai que j'en parle beaucoup avec lui. Je parle de ce sujet aussi avec, mes amis. Alors il y a des différentes réactions entre mes amis qui vivent en Suisse et qui connaissent un peu cet aspect, en fait, de ce métier. Et il y a aussi les conversations avec mes amis français qui n'ont pas forcément, ces récits en tête et qui ont peut-être la même image que moi j'avais avant qu'on m'en parle. Donc ça m'intrigue, mais voilà, c'est un sujet de conversation comme un autre et voilà, je laisse un peu s'évaporer ce sujet dans ma tête et j'y pense de moins en moins. Donc les années passent, notre relation reste sur la même intensité, bah, tous les jours et puis on passe aussi le cap des 10 ans et un beau matin, j'ai de nouveau un sentiment assez fort que je ressens de la même manière que celui que j'avais ressenti à Madrid qui me disait de partir et j'ai envie, besoin de vivre autre chose et je sens que notre relation s'arrête à ce moment-là.
J'ai pas forcément une raison qui me pousse à prendre cette décision, mais c'est quelque chose que je ressens fort. Je décide d'en parler à Seb, tout de suite et dans la foulée, je décide de déménager et je prends mon appart toute seule dans la ville juste à côté de là où on habite. Donc j'ai un peu plus d'une trentaine d'années, j'ai prends mon appart toute seule pour la première fois de ma vie. J'ai toujours vécu soit en couple, soit en coloc et c'est la première fois que j'ai mon espace à moi, où je peux décider, moi et pour moi, ce que je veux faire de mes journées. Au fur et à mesure que le temps passe, je commence à comprendre un peu pourquoi, cette décision s'impose à moi. J'ai toujours eu peur de me retrouver seule, j'ai toujours eu peur de ne pas avoir assez de monde autour de moi et en fait, toute seule dans mon appart, je me rends compte que ça va très bien et que ça me permet même de réaliser qu'au final, je pense que j'ai jamais vraiment pris le temps de penser à moi et que j'ai tendance facilement à caler mes idées et mes envies sur les personnes qui m'entourent, mes amis, ma famille, mon copain. Et là, pour la première fois, je me rends compte que je peux décider de tout toute seule. J'ai toujours ce job que j'adore. Je fais aussi beaucoup de choses de nouveau dans ma vie perso. Donc je suis de nouveau repartie dans une vie super active. Je travaille beaucoup, parfois plus de 12 heures par jour. Je m'investis beaucoup dans des associations autour de chez moi. Je fais pas mal de bénévolat. Je fais aussi beaucoup de sport. Tous les nouveaux sports, je les essaye. La Suisse, c'est un grand terrain de jeu où il y a plein de choses à faire. Je découvre la Via Ferrata, je fais du saut à l'élastique, je fais du saut en parachute. Et puis, je sors toujours beaucoup et je voyage aussi. J'ai appris à faire des week-ends avec mes amis et aussi toute seule. Et tout ça, c'est vraiment nouveau pour moi et ma vie est vraiment remplie comme j'aime qu'elle le soit. Les activités que je pratique me comblent vraiment, je suis super épanouie. Malgré tout, j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur moi, de me comprendre un petit peu mieux. C'est vrai que cette, rupture n'a pas été forcément facile pour Seb. Elle a été faite de manière assez brutale et j'ai envie de comprendre, en fait, les raisons qui m'ont poussée à prendre cette décision, les raisons qui poussent à mon impulsion, en fait et je décide d'aller voir, un psy, de commencer un travail sur moi, juste pour essayer de mieux comprendre mes comportements, mes réactions et puis d'essayer de les analyser pour y travailler, quoi. Je commence un travail très régulier avec mon psy. J'adore y aller. C'est mon rendez-vous hebdomadaire, à moi. J'ai pas beaucoup l'habitude de parler de moi, mais là, c'est mon moment, mon heure où je peux, tout déballer et c'est vrai que je me rends compte que finalement, j'ai peut-être plus de choses à dire que ce que je croyais. Donc on parle beaucoup, bien sûr, de l'enfance, du rapport aux frères et sœurs, aux parents. Au fur et à mesure de nos séances, je réalise que j'ai pas eu une enfance aussi rose que ce que je me suis, laissé croire et assez vite, il remonte aussi une sorte de malaise, un sentiment un peu étrange qu'on creuse un petit peu et qu'on décide, d'aller explorer et c'est assez particulier à expliquer parce qu'il y a pas une raison concrète que je peux énoncer, mais il y a tout un sentiment un peu malaisant qui laisse penser que possiblement, il y a pu avoir un abus pendant mon enfance. On parle pas forcément, d'abus sexuels, mais ça peut l'être. Ça peut être un abus d'autorité, ça peut être un abus, de toutes sortes, mais je sens qu'il y a une petite pièce du puzzle de ma vie qui manque à ce moment-là et que mon esprit est pas encore, prêt à me laisser, découvrir. Donc on creuse dans cette direction. Malheureusement, la terre est dure et c'est pas évident d'arriver là où on veut arriver. Donc, j'obtiens pas forcément les réponses que je souhaite obtenir, mais c'est quelque chose qui reste quand même dans un coin de ma tête et qui revient régulièrement dans les conversations que j'ai avec mon psy. Du côté de ma vie sexuelle, bah, je sais pas si je peux dire que je me découvre parce qu'en fait, je me suis découverte avec Seb, avec tout ce qu'on a pu expérimenter et les échanges qu'on a eus, mais je redécouvre, une sexualité avec d'autres personnes. J'ai pas forcément envie de me remettre en couple, tout simplement parce que je suis en train de regoûter à une nouvelle liberté et c'est un mode de vie que j'adore. Les choses viennent assez naturellement, je sors beaucoup, je rencontre beaucoup de mecs, je suis vraiment dans un mode de consommation, dans le sens où
Je suis avide de nouvelles relations, pas uniquement sexuelles, mais aussi de relations à l'autre. En fait, dans ce mode de fonctionnement, ce qui me pose souci, c'est que j'ai toujours ce manque de temps ou cette non-envie d'accorder plus de temps à la relation suivie. Et donc, du coup, il y a quand même tout cet aspect où si je vois quelqu'un une fois ou deux fois, bah, il y a l'aspect un petit peu autour qui arrive dans le sens où il y a quand même une relation qui se commence, une relation qui doit soit se poursuivre, soit s'arrêter. Et donc, il y a tout un aspect de relationnel qui me prend du temps et qui m'emmerde, en fait, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là que je repense à la prostitution. Il y a une pensée qui me traverse la tête en me disant: «Au moins dans cette pratique-là, en fait, il y a l'aspect du sexe, il y a l'aspect de consommation rapide, mais il y a pas tout cet aspect après relationnel où il faut, prendre des gants pour mettre un terme à une relation, où il faut s'expliquer si on n'a pas envie de revoir la personne». Et voilà, j'y pense de manière un peu rapide en me disant, «Bah, au moins les prostituées, elles ont pas ce problème-là». Et du coup, je me mets à repenser à la prostitution, donc j'y pense de plus en plus, ça vient et ça sort de ma tête et une fois, j'y pense un peu plus sérieusement et le lendemain, je décide de poster une annonce. Donc je vais sur un site de petites annonces en ligne, gratuite, en Suisse, où je poste des photos de moi partiellement dénudée, sans mon visage, donc de façon à ce qu'on puisse pas me reconnaître. Je parcours bien sûr les annonces qui existent sur ce site et c'est des annonces qui sont à l'image de ce que j'imaginais de la prostitution. C'est-à-dire qu'il y a ces femmes très dénudées pour le coup, très exubérantes, qui ont des physiques super avantageux et qui listent en fait les prestations qu'elles fournissent. Donc voilà, ça peut être fellation, avec ou sans, protection, sodomie, utilisation de jeux, de godemiché. Ça peut être absolument toutes les prestations et il y a une petite, coche à côté de chacune d'entre elles. Moi, j'ai pas envie de faire ça, tout simplement parce que c'est pas l'image justement qui m'a intriguée de la prostitution et je marque juste un petit texte qui dit enfin le titre de l'annonce, c'est «À quoi tu rêves?» et le texte est très court, c'est juste 2 phrases qui demandent à la personne qui lit quels sont ses fantasmes, ses envies et que, si la personne en a envie, elle peut me contacter pour en discuter. Ça s'arrête là, j'ai pas de liste de prestations et c'est vraiment une sorte de bouteille à la mer, une petite annonce, un peu différente où je me dis qu'elle a quand même peu de chances d'intéresser étant donné que, premièrement, je montre pas mon visage, j'ai pas forcément, le physique hyper pulpeux des autres femmes qui sont présentes sur les annonces et le texte est quand même beaucoup moins axé sur, le sexe pur et dur que toutes les autres annonces. Au niveau des tarifs que je choisis, je regarde un petit peu ce qui se fait aussi dans les autres annonces. Il y a un petit peu de tout. Moi, je décide de me mettre sur la moyenne basse. Donc on est de l'ordre de 200-250 francs suisses, donc presque équivalent aux euros pour 1 heure. Je vais acheter une carte SIM avec un numéro prépayé pour pas utiliser le mien et sur cette annonce, il y a aucun signe distinctif qui permet de me reconnaître. C'est important pour moi parce que c'est mon expérience sociale à moi. Ça me concerne et j'ai pas envie que quelqu'un tombe sur cette annonce en me reconnaissant. Et donc je clique sur «Publier» et là j'attends, en me disant que j'aurai sûrement, ou peut-être des messages, le lendemain ou dans les jours qui viennent et là mon téléphone commence à sonner. 1 fois, 2 fois, 3 fois et il sonne, vraiment souvent. J'ouvre les messages, donc au début, c'est des emails, puisque mon numéro de téléphone, même s'il est présent, j'ai privilégié le contact par email en premier. Et je reçois des messages de toutes sortes d'hommes qui veulent soit en savoir plus, soit qui me proposent des choses, mais en tout cas qui sont intéressés par mon annonce. Et là, je reçois presque 70 messages en 2 heures. Le fait de recevoir autant de messages aussi vite, ça m'interpelle d'autant plus que, bah, mon annonce, elle a rien à voir avec, les autres annonces, quoi.
Et je sais que les autres annonces ont du succès puisqu'elles sont toutes comme ça et que c'est sûrement comme ça que ça fonctionne. Et donc je suis surprise déjà que mes photos, puisque c'est ça qu'on juge en premier en général, aient pu plaire autant. Plus l'accompagnement du texte qui se veut quand même super soft, bah, je pensais pas que ce combo allait susciter autant, de réactions. Donc je suis entre l'étonnement et bien sûr ce côté, flatté aussi où je me dis: «Waouh, bah, c'est chouette quand même de savoir que des photos aussi peu suggestives peuvent attirer l'attention». J'ouvre les messages, je commence à les lire et il y a un petit peu de tout. Certains sont plus directs et plus crus, mais c'est vraiment pas la majorité. Très peu sont comme ça et la plupart sont plus dans une approche hyper réservée. «Bonjour madame, j'ai aimé votre annonce», dans une première prise de contact, on va dire, qui est vachement timide et je m'attendais à quelque chose d'un peu plus frontal. On est presque dans des échanges de messages qu'on pourrait avoir sur des sites de rencontres, par exemple. Un peu comme je le fais dans mon travail où je m'efforce de répondre à toutes les candidatures, potentielles, bah, je mets un point d'honneur à répondre à tous les messages. Parce que je sens que c'est quand même une démarche pas forcément anodine de répondre à une annonce comme ça et par respect, je décide, même si c'est une réponse négative, d'expliquer que ça m'intéresse pas et que j'ai pas envie d'aller plus loin. Le tri, je le fais de manière un petit peu pas objective ou en tout cas objective pour moi, dans le sens où je le fais vraiment au feeling. Alors les messages, grossiers ou trop, directs qui sont vraiment, pour moi, pas dans le respect, ceux-là, c'est clair que je les mets de côté tout de suite. Mais il y a aussi des messages où dans la forme, dans le ton, dans l'orthographe, je le sens pas en fait, je sens pas de feeling et du coup, je décide sans aller plus loin de dire que ça m'intéresse pas. Donc je réponds à tous les messages, je fais mon tri, même si au fond, en fait, je suis même pas sûre d'aller plus loin, en fait. J'ai posté cette annonce pour un peu tester les réactions, mais à aucun moment j'ai décidé que j'allais aller plus loin que ces messages-là. Donc les messages que je sélectionne, en fait, je commence à entretenir une relation, donc manuscrite avec les hommes qui me parlent. Ça s'apparente beaucoup à du flirt, tout en sachant que moi, je suis pas dans ce flirt-là. Je réponds juste aux besoins de la personne en face. J'échange notamment avec un homme pendant plusieurs jours, des questions, assez superficielles, mais qui me permettent d'en savoir plus, en fait, sur lui, sur sa vie et dans sa façon de me répondre, bah, ça me permet aussi de savoir si c'est un homme que je me sentirais de rencontrer dans ce cadre-là ou pas. J'ai besoin quand même de ressentir une certaine confiance parce qu'on c'est une personne que je connais pas. Les hommes ne donnent pas leurs photos, en tout cas, quand ils me parlent. Donc je fais tout un peu à l'instinct. Donc bien sûr, on discute aussi des conditions puisque c'est quand même, la base de ce métier. Donc on parle d'une heure avec un tarif associé et il me donne rendez-vous chez lui un soir. Donc il me donne son adresse, je fais quand même un petit check pour m'assurer que je connais pas l'adresse et qu'elle me dit rien pour être sûre que ça soit un parfait inconnu qui m'ouvre la porte. Tout se passe assez vite puisque le rendez-vous se passe le soir même et j'ai pas trop le temps de réfléchir. Je rentre du travail, je prends ma douche, je m'habille avec des vêtements, que j'ai, mais que j'ai pas forcément l'habitude de porter. Des vêtements un peu mieux habillés, mais pas non plus, extravagants, parce que j'ai besoin de me sentir à l'aise. Donc je mets une paire de talons, une paire de collants, une jupe et un petit top. Et avant de partir de chez moi, je bois un petit shot de vodka pour me donner un peu d'énergie. Je prends ma voiture et je roule jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Donc je sonne à la porte, il m'attend, il m'ouvre. Je suis soulagée de ne pas le connaître, premièrement. Et puis il me fait rentrer chez lui, on s'installe sur le canapé, il m'offre un verre et puis on commence à discuter. On discute ensemble comme si c'était un premier rendez-vous. Il cherche à me connaître, alors moi j'en dis très peu sur moi qui est vrai, donc j'essaye de pas trop décoller de ma réalité parce que j'ai pas envie de jouer non plus un jeu qui fait que c'est pas du tout moi, mais j'adapte certains, détails de ma vie
pour qu'il puisse pas, simplement en savoir trop sur ma vie, perso. Et lui, en échange, me confie aussi beaucoup de choses de sa propre vie. Il me parle du fait qu'il a été marié, qu'il a des enfants, il me parle de son travail. C'est un homme qui a un job assez haut placé, il a une quarantaine d'années, plutôt beau gosse, il vit seul dans son appartement et il a juste envie d'un peu de compagnie. On boit un verre et au cours de la discussion, il se rapproche de moi, il vient pour m'embrasser, donc on s'embrasse et ensuite il m'amène dans la chambre. On a un rapport sexuel qui est tout à fait, entre guillemets «classique», on va dire. Ça dure, je pense une vingtaine de minutes. Ça se passe, bien. On termine, il est très dans la bienveillance, dans la douceur, dans le consentement aussi, ce qui est super important. Et puis voilà, on reste encore un petit peu au lit, on discute, vraiment comme ça aurait pu arriver avec, à n'importe quel rendez-vous, d'un premier date, à n'importe quel moment de sa vie, quoi. Au moment de repartir, donc, il faut savoir déjà que j'avais établi un tarif horaire, on va dire, donc un tarif sur 1 heure. Après, j'ai pas du tout regardé ma montre, donc je pense qu'on a largement dépassé, l'heure. Mais, voilà, c'est le moment de partir. Moi, je suis pas à l'aise du tout avec tous ces rapports d'argent. C'est en plus la première fois, c'est hyper particulier. Mais lui, de lui-même, me dit: «N'oublie pas ton argent». Il tend sa main et puis il me donne, le tarif sur lequel on s'est mis d'accord. Il me demande, s'il peut me recontacter. Je lui dis oui sur le numéro qui est sur mon annonce. On se fait la bise et je pars de chez lui, je rentre chez moi. Arrivée chez moi, j'ai une sensation un peu étrange, c'est un mélange un petit peu de, je sais pas, d'excitation un peu qu'on peut avoir après avoir fait un truc qui nous a demandé du courage, quoi. J'ai pas eu l'impression que c'était quelque chose qui m'a demandé du courage, mais c'est vrai que c'est quand même, quelque chose d'assez inédit. Il y a personne qui savait que je faisais ça, personne qui savait où j'étais, que j'allais rencontrer un homme que je connais pas pour faire ça. J'ai pas de sentiments négatifs, de remords, de regrets. Je me dis: «Bah, cette chose qui m'intriguait, j'ai été au bout, je l'ai faite et c'était super intéressant, quoi». Donc j'ai cet argent dans la main. C'est une période de ma vie où j'ai pas forcément besoin d'argent puisque j'ai un boulot dans lequel je gagne bien ma vie. J'ai jamais été quelqu'un qui court après l'argent, mais voilà, j'ai ces billets et je décide de les isoler, de les mettre dans une vieille boîte de téléphone et puis j'ouvre un carnet et je note juste le prénom de cet homme avec, 2-3 infos qu'il m'a données dans l'optique de me dire: «Si je dois le rencontrer, bah, c'est mieux que je me souvienne aussi de ce qu'on a partagé, de ce qu'il m'a dit et de pas, faire répéter des choses qu'il m'a déjà dites». Donc je note dessus son nom, le détail aussi de ce qu'on a fait, de comment la soirée s'est déroulée, le détail aussi de la pratique, sexuelle qu'on a eue, donc s'il a des préférences, ce qu'on a fait, comment, la tenue que je portais et le tarif et je referme le cahier. Du coup, après ce premier rendez-vous, je décide d'en fixer un autre et je fais ça pendant environ 3 mois, pendant lesquels je rencontre entre 12 et 15 hommes différents, avec des profils super différents, des un peu plus jeunes, un peu plus âgés. Donc à chaque fois, c'est le même procédé. Donc je m'assure du feeling entre nous 2. Je m'assure aussi que je ne connais pas la personne en posant des questions spécifiques. À mon retour, je mets l'argent dans cette boîte et je prends les notes sur mon carnet pour décrire la soirée que j'ai vécue avec cet homme. J'en revois 3 ou 4 une deuxième fois, mais je me rends compte assez vite que comme dans ma vie perso, j'ai pas le même plaisir ni la même excitation sur le deuxième rendez-vous et je me rends compte qu'en fait, dans cette activité, ce qui me plaît et ce qui m'intrigue, c'est le fait de rencontrer une personne pour la première fois et de pas du tout savoir à quoi m'attendre quand il ouvre la porte, à l'heure de notre rendez-vous. Donc très vite, je décline les seconds rendez-vous. J'explique juste que ça m'intéresse pas de les revoir une 2e fois. Je continue cette activité pendant quelques mois, uniquement avec des personnes que je n'ai jamais rencontrées. Je parle de ça à personne, mais personne, personne du tout. Tout simplement parce que il y a 2 aspects. Le premier, c'est que j'ai pas l'impression qu'on pourrait comprendre ma démarche et le deuxième aspect, c'est parce que j'ai
J'ai vraiment envie, en fait, d'avoir quelque chose pour moi, à moi et je pense qu'il y a aussi un peu d'excitation d'avoir cette espèce de double vie que seul moi connais, en fait, quoi. Et des fois, ça m'amuse un peu de me retrouver en séance de réunion avec la direction de mon entreprise en me disant: «Mais s'ils savaient ce que j'ai fait hier soir», c'est quelque chose qui me convient d'en parler à personne. Les profils des hommes que je rencontre sont hyper variés, différents, notamment pas mal de jeunes, donc on va dire d'une vingtaine d'années, qui sont vraiment les jeunes hommes qu'on rencontre, dans notre vie de tous les jours, quoi. Avec beaucoup un point qui revient pour tous, c'est cette timidité assez exacerbée, cet inconfort social, on va dire. Donc je tombe sur des hommes qui sont en difficulté dans le relationnel, je dirais à plus grande échelle, un peu humain et encore plus particulièrement avec les femmes. Ils me racontent beaucoup pourquoi ils font appel à mes services. Je pense que ça leur permet de se justifier peut-être ou de s'expliquer et je me rends compte qu'au final, la vraie raison pour laquelle ils font appel à moi, c'est pas uniquement pour le sexe, quoi. Je découvre que beaucoup d'entre eux, la grosse, grosse majorité, est vraiment seule et en difficulté face à l'autre. Donc je me retrouve face à des jeunes hommes et même des plus vieux qui sont hyper intimidés, hyper mal à l'aise et hyper bienveillants aussi parce qu'ils sont là et en fait, ils sont un peu désolés de devoir faire appel à ce genre de service, mais je pense qu'ils le font aussi pour combler une certaine solitude et en fait, ça me touche beaucoup. Bien sûr, il y a le sexe qui est associé à ça, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est pas du tout la première raison pour laquelle ils font appel à moi. Ce qui me surprend d'autant plus, c'est que quand je rencontre ces hommes pour la première fois, jamais je me dis que c'est une personne qui pourrait avoir du mal à plaire. C'est vraiment des personnes qu'on rencontre tous les jours et certains sur lesquels j'aurais pu, craquer au cours d'une soirée, d'une sortie. Ça casse encore plus le mythe que je pouvais avoir avant de ce vieux monsieur bedonnant qui fait appel à une prostituée pour assouvir ses fantasmes un peu pervers, quoi. Je rencontre des gens de tous les jours qui pourraient être, mon frère, mon père. Au cours de nos soirées, on parle beaucoup avec ces hommes, on échange et il y en a aussi une bonne partie d'entre eux qui est mariée donc qui le cachent absolument pas et qui me parlent même de leurs femmes, de leurs enfants, de leur famille. Ils font appel à moi vraiment pour un moment, entre parenthèses de leur vie. Ils font pas ça pour entretenir quelque chose de régulier et dans leur façon de raconter ça, ils sont pas complètement dans la tromperie de l'autre. Ils viennent répondre à un besoin qui n'est pas comblé dans leur couple mais ils tiennent à leur couple, en fait. Ils me disent à quel point ils aiment leur famille, ils aiment leur femme et je le sens et je le vois. Donc c'est quelque chose qui est discutable, mais c'est ce qu'ils me racontent et c'est ce que je ressens vraiment. Du coup, dans les différentes pratiques que j'expérimente avec ces hommes, on reste beaucoup dans le classique. J'ai pas l'impression que ça soit des demandes, complètement folles ou déplacées. Jusqu'à ce que j'ai une demande qui est un peu différente, un peu plus particulière, d'un homme, qui rentre en contact avec moi, qui me dit qu'il a un fantasme. Il va pas jusqu'au bout de ses explications. On discute beaucoup, on échange, je le sens vraiment beaucoup dans le respect et la discussion, mais je sens aussi qu'il prend beaucoup de gants et qu'il a du mal à aller droit au but pour m'expliquer, ce dont il a envie. Donc je le pousse à la communication. Il est hors de question que je m'engage sans connaître, le fantasme que cet homme, veut assouvir avec moi et en discutant, il met, 10 paires de gants pour essayer d'amener la chose. Il me dit qu'il espère que je vais pas le prendre pour un taré. Il finit par me dire que son fantasme, c'est d'avoir une relation sexuelle contrainte avec une femme. Il utilise ces mots-là, je pousse un petit peu plus dans le détail pour qu'au final, les mots, soient posés et qu'ils me disent que, il fantasme sur un scénario de viol.
Du coup, quand il me dit ça, je sais pas trop comment réagir. Je le sens hyper mal à l'aise, c'est toujours par message, hein, où il me dit tout de suite que si jamais ça me pose problème, qu'il comprend, que c'est une demande qu'il ose pas formuler, à n'importe qui. Il me dit aussi qu'il a une copine dont il est follement amoureux, qui sexuellement le comble pas forcément, mais pour lui, c'est pas un critère pour ne plus être avec elle et je sens vraiment que son couple est important pour lui. Et il m'explique que c'est quelque chose qu'il pourra jamais lui demander parce que déjà, elle est pas forcément, très open sur le sexe. Ils ont pas une vie sexuelle hyper ouverte et donc pour lui, ça serait franchir une barrière qu'elle ne pourrait pas comprendre. Du coup, il me demande si je serais d'accord de jouer ce scénario-là et je suis vachement mitigée. Ça éveille quelque chose d'un peu particulier en moi, auquel je m'attendais pas, qui est un sentiment un peu, comme le syndrome du sauveur. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire: «Si ce mec-là a ce fantasme-là et que c'est vraiment profond et qu'il trouve personne pour l'assouvir, qu'est-ce qu'il me dit qu'il va pas aller l'assouvir lui-même, en vrai auprès d'une personne, qu'il aurait pas payée, quoi?» Je sais pas pourquoi c'est ma première réaction, mais ça, en tout cas, m'incite à accepter la proposition et à lui dire, «OK, on va en parler plus en détail» parce qu'il y a quand même deux trois points à fixer, mais je décide d'accepter. Quand je lui dis que j'accepte, il me demande d'y réfléchir encore un peu pour être sûr que je le regrette pas et il met en place des règles et un scénario très carré, très millimétré. On sent qu'il y a déjà réfléchi depuis un moment et il m'explique en fait le scénario qu'il aimerait, mettre en place. Donc lui, il habite dans une zone résidentielle où devant, il y a quelques arbres, une sorte de petite forêt et l'idée est qu'en fait, je le rencontre à cet endroit-là, que lui arrive dans le sens, opposé, la nuit bien sûr et en fait qu'il m'entraîne, dans la petite forêt qui se trouve devant chez lui et qu'on ait un rapport sexuel à ce moment-là. Dans le scénario qu'il m'explique, c'est un peu paradoxal, mais je me sens rassurée dans le sens où régulièrement, il me demande si c'est toujours OK. Il insiste sur le fait que j'ai le droit à n'importe quel moment de me retirer du projet et il met en place aussi un nom de code qui me demande vraiment de choisir avec attention pour être sûr qu'on s'en rappelle tous les 2. Donc un mot qui fait que si lui ou moi le prononce, on arrête tout de suite le jeu, on sort du scénario et c'est un stop direct. Du coup, juste avant le rendez-vous, je lui demande quand même, pour ce que ça vaut, de m'assurer que c'est vraiment un fantasme sexuel qu'il a, mais que c'est quelque chose qu'il pourra jamais faire dans la vraie vie avec quelqu'un qui est hors de ce contexte de la prostitution et tout de suite, il m'assure que oui. Il me dit que c'est, vraiment quelque chose qui le fait fantasmer, dont il a un peu honte, mais qu'en aucun cas, il a des idées comme ça qui lui traversent la tête quand il regarde des inconnus tous les jours. Il me donne son adresse, il me fait une photo de sa carte d'identité aussi pour, me donner des garanties, en fait, en quelque sorte et puis faire que, je n'arrive pas à ce rendez-vous dans la peur. Étonnamment, c'est pas mon cas. Je me fie beaucoup à mon instinct dans la vie et jusqu'à maintenant, il m'a pas trompée. Donc j'y vais, ça se passe comme il l'a dit. Il est, dans son jeu d'acteur, moi dans le mien et quand c'est terminé, il sort de son personnage, il s'assure que je vais bien, il me remet les vêtements qui sont un petit peu, déchirés, il me raccompagne jusqu'à ma voiture. Il me donne la somme d'argent, également, qu'on a fixée tous les 2, qui pour le coup est un petit peu, plus haute que ce que je pratique, en général parce que c'est quand même quelque chose d'un peu particulier et voilà. Il s'assure que pour moi tout va bien et je rentre chez moi. J'avais un peu peur d'avoir une réaction ou un peu honteuse après ça. Étonnamment, c'est pas du tout le cas. En tout cas, ce qui ressort, c'est que je me sens pas mal ou pas honteuse. J'ai toujours quand même, une petite pensée de me dire: «J'espère que je verrai jamais cet homme dans les faits divers», quoi. L'expérience a été particulière, en tout cas moi je la vis pas mal, mais je me pose quand même des questions de me dire: «Est-ce que j'aurais dû faire autre chose? Est-ce que j'aurais dû refuser ou est-ce que j'aurais dû, en parler à quelqu'un?» Je sais pas trop.
parce que je suis toujours toute seule dans cette aventure, donc je peux faire qu'avec mes pensées, quoi. Mais après je rentre à la maison, l'argent va dans la boîte, l'aventure va sur mon carnet et je passe à autre chose. Après ça, je vois encore un ou 2 hommes et après je pars en vacances. Quand je reviens de vacances, j'ai beaucoup de travail, je reprends mes activités à fond et la prostitution sort de ma tête, en fait. Donc j'avais éteint mon téléphone pendant mes vacances, je décide de pas le rallumer. Il prend la poussière sur une de mes étagères, éteint, et j'y pense plus du tout. Il se passe presque 1 an. Pendant cette année, j'ai vécu ma vie normale. Je suis sortie, j'ai fait des rencontres. Et puis, j'arrive de nouveau, après une année, à une période de ma vie où j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai de nouveau plus envie de consacrer trop de temps au blabla et au tout l'aspect communication qui entoure les nouvelles relations. Donc, faire connaissance avant, faire connaissance pendant, se justifier après. Je suis de nouveau un peu dans ce cycle et je décide, par curiosité, de rallumer mon téléphone. Donc, je rallume mon téléphone, je lis beaucoup de messages. Donc, certains datent d'il y a 1 an, mais certains sont beaucoup plus récents aussi et datent d'il y a quelques semaines ou quelques jours. Et je décide de reprendre mon tri et de répondre à certains d'entre eux. Donc, je réponds de nouveau à certains messages. Je rencontre de nouveau des hommes, des nouveaux, des personnes que j'avais jamais rencontrées, avec des profils tout aussi différents, tout aussi passionnants. Et je fais ça de nouveau pendant quelques mois, quand j'ai du temps, après le travail, entre mes activités. Et après une dizaine de rendez-vous, j'éteins de nouveau mon téléphone et je le remets dans le coin où il était resté pendant une année. Et je vais faire ça plusieurs fois les mois suivants. Je vais un soir décider de rallumer ce téléphone, de faire 1, 2 ou 3 rendez-vous dans les jours qui suivent, de nouveau l'éteindre et de le rallumer un peu au fil de mes envies. Au final, je pense qu'à chaque fois que je rallume mon téléphone, c'est à des moments où j'ai besoin de quelque chose, où ça vient répondre en tout cas à un besoin. Je me rends compte que depuis que j'ai cette activité-là, j'ai plus de confiance en moi. J'ai jamais eu beaucoup de confiance en moi sur mon physique et c'est vrai que le fait d'être pour le coup sélectionnée uniquement sur photo, bah, en fait, ça m'a étonnée et ça m'a permis de d'accepter que mon corps pouvait être attirant pour de nombreuses personnes. Ça, j'en avais pas conscience. Ça m'a permis aussi d'aller explorer certains aspects de ma vie que je m'étais pas autorisée à aller voir. Le jugement de l'autre, que je le connaisse ou pas, est super important pour moi. Je travaille avec mon psy là-dessus pour essayer de me détacher de ça. C'est un travail de tous les jours et c'est pas évident. Et en fait, cette double vie, si on peut l'appeler comme ça, elle me permet de faire des choses que j'oserais pas faire dans ma vie de tous les jours. L'exemple le plus flagrant, c'est la tenue vestimentaire. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de sport. Je m'habille pas forcément de façon très féminine. Et ben, quand je rencontre ces hommes-là, je vais facilement mettre des tenues que je mettrais pas à d'autres moments de ma vie. Et ça me plaît en fait d'être quelqu'un d'autre pendant un moment. J'aime le fait que ça soit quelque chose uniquement pour moi et à moi, parce que je me rends compte que j'en ai pas beaucoup de ces choses-là dans ma vie. Quand je rencontre ces hommes, je me permets toutes les choses qui me passent par la tête. Donc si on parle de tenue vestimentaire, je vais porter des couleurs que je porte jamais, des vêtements que je porte jamais et finalement, ça va me permettre de le faire aussi petit à petit dans ma vie de tous les jours et de d'évoluer sur cet aspect-là aussi et mes amis le remarquent aussi, parce que j'ai des remarques sur le fait que pas vraiment que j'ai changé parce que j'ai pas fondamentalement changé, mais j'ai des remarques sur le fait que je m'habille différemment ou que j'ai, plus d'assurance en tout cas dans ce domaine-là ou que j'ai un style plus affirmé. Je sais vraiment que ça vient de là. Donc au fil de ces rencontres, il y a à chaque fois beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et je me retrouve face à des hommes qui se confient vraiment de manière intime sur des sujets qu'ils n'osent pas forcément partager avec d'autres personnes et encore moins avec, une femme. Et de mon côté, le fait d'être là et d'être payée pour être là,
Ça me tient à cœur, en fait, d'être là pour quelque chose, quoi. La prestation que je vends, même si elle est agrémentée de sexe, elle est pas seulement sexuelle, elle est aussi, à la base, super sociale, enfin, selon mon point de vue. Et dans les échanges que j'ai avec ces hommes, je me positionne beaucoup comme, une conseillère ou, une personne, voilà, qui peut répondre à des peurs ou des interrogations qu'ils ont et j'ai vraiment le sentiment d'apporter quelque chose en plus, bah, à la vie de ces hommes, en fait, au-delà, du sexuel. Quand je ressors de ces rendez-vous, moi, je me sens plus enrichie et j'ai le sentiment d'avoir laissé quelque chose en plus dans la vie de ces hommes aussi. Il y a un échange qui est vachement riche et qui est inédit et qui, selon moi, pourrait pas se produire dans une relation non tarifée. Je pense que le fait qu'il y ait ce rapport d'argent, eux se permettent d'utiliser cette prestation comme ils le veulent et moi, en face, je me dois de répondre à cette prestation avec un échange authentique et c'est souvent ce qui ressort à chaque fois et c'est ce qui figure aussi dans mon carnet. C'est le fait d'être arrivé à des niveaux de conversation avec ces hommes que je connais pas, qui sont parfois beaucoup plus intimes que toutes les conversations que j'ai pu avoir avec des personnes, de mon quotidien. Je m'investis un peu de ce rôle de, bah, de maître d'apprentissage, en fait. Pour les plus jeunes où je sens qu'il y a pas une grosse expérience sexuelle et que la personne est un peu maladroite, je me permets de guider, de conseiller ce que j'oserais pas forcément me permettre dans une relation, sentimentale. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un win-win parce que moi, ça me permet de mieux comprendre les hommes et j'ai l'impression que eux, ça leur donne quelques conseils aussi pour mieux comprendre les femmes. Au fur et à mesure de mes rencontres, c'est vrai que tous ces échanges, bah, fait que moi, je parle de manière authentique et je sens qu'en face, c'est le cas aussi. Et donc du coup, cette barrière des fois que je me forçais à avoir pour, la protection de l'identité, des fois elle tombe un petit peu et j'en dis un peu trop sur moi, sur ma vie perso, sur mon travail et je me retrouve confrontée à des cas où les hommes que j'ai rencontrés dans ce contexte apparaissent dans ma vie dans ma vie, privée. J'en ai un qui vient sur mon lieu de travail. Je le vois par hasard et je réalise pas tout de suite d'où je le connais. Je sais que je le connais et très vite ça me revient et il vient vers moi, il me salue, on se fait la bise et je suis super gênée parce que je suis au travail et que je sais pas quoi dire et il est super, sympa, hein, comme si c'était quelqu'un que je connaissais depuis, toujours et un ami que je rencontre par hasard, quoi. Mais ça éveille une première alerte chez moi en me disant: «Ouh, c'est un jeu dangereux parce que si tu veux préserver ce secret, en fait, il va falloir être, soit plus, précautionneuse, soit commencer à envisager le fait d'arrêter, quoi». Il y a un deuxième homme aussi qui me retrouve sur les réseaux sociaux. Lui, il est très fort parce que je ne sais pas comment il a fait, mais en tout cas, il me retrouve, et il m'envoie un message auquel, cette fois, je réponds pas et je le bloque, en fait, quoi. Même si c'est des hommes avec qui j'ai créé des liens affectifs, je pense que c'est pas un mot trop gros, j'ai pas envie que cette vie-là déborde sur ma vie privée. Ça serait beaucoup trop compliqué à gérer. J'ai pas envie de mélanger les 2, quoi. Et là, je me dis: «Ouh, ça fait beaucoup». La Suisse, c'est pas un pays non plus, énorme et je commence à me dire que c'est peut-être le début de la fin pour cette activité-là. Je commence à envisager d'arrêter, mais j'honore quand même les derniers rendez-vous que j'ai avec, certains hommes et donc 2 ans après avoir commencé cette activité un peu, de manière, dilettante parfois, je vais à mon dernier rendez-vous qui est, un homme d'une quarantaine d'années, un poste à responsabilité aussi dans une grosse entreprise, très, bien sur lui, qui me donne rendez-vous cette fois dans une chambre d'hôtel et qui a aussi, un jeu scénarisé qui est, le casting, pour un film porno. Donc il joue dans son rôle de directeur de casting et moi bien sûr, bah, je joue, la candidate. On joue son petit scénario, ça dure environ 1 heure. Donc je referme cette porte d'hôtel, je rentre chez moi, l'argent dans la boîte, le carnet sous mon matelas et j'éteins mon téléphone que je décide de plus toucher.
À l'automne, de l'année dernière, je fais une rencontre un peu imprévue. Je suis pas dans cette optique de me mettre en couple, mais je rencontre ce garçon qui me plaît, avec qui on passe des super bons moments. On crée une relation, intime et assez forte, assez rapidement et on se voit souvent. Donc on se voit pendant 2-3 mois, jusqu'au moment où je pars en vacances pendant 2 semaines et en toute confiance, je décide de lui laisser mes clés d'appartement comme il a l'habitude de venir chez moi, en lui disant que si parfois il passe dans ma ville et qu'il est de sortie, il peut utiliser mon appartement comme il veut puisqu'il connaît les lieux, aucun souci. Il le fait, il passe, 2 nuits dans mon appartement pendant mon absence, pendant lesquelles il me signale qu'il est chez moi, donc j'ai aucun souci avec ça. Et quand je reviens de ces 2 semaines de vacances, je le retrouve et je sens que quelque chose a changé sans pouvoir mettre le doigt dessus. Je sens que son attitude vis-à-vis de moi a changé. Il est un peu plus distant, un peu froid. Je m'attendais pas vraiment à ça. J'arrive pas à savoir ce qui se passe et un soir, avant de m'endormir, j'ai une sorte de flash où je me demande s'il aurait pas fouillé chez moi. Rien n'a bougé, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose de différent chez moi et je vais sur l'historique de mon ordinateur qui a été effacé récemment et je me rends compte sur un des navigateurs qu'effectivement, il y a un historique qui a pas été effacé et qu'il a utilisé mon ordinateur, notamment qu'il a essayé de se connecter à mes réseaux sociaux, à mon adresse mail, qu'il a regardé toutes mes photos, qu'il a lu les documents qui se trouvaient sur mon ordinateur et voilà, c'est un peu le choc. Donc je décide de le confronter. Donc il vient chez moi et j'ai complètement oublié l'existence de ce carnet et de ce téléphone sous mon matelas. On discute. À force d'insister, il avoue qu'il a fouillé dans mes affaires. Donc il a ouvert mon ordinateur, qu'il a aussi, lu les carnets, d'écriture qui se trouvent sur mon étagère. Mais ça n'explique pas pourquoi il est si distant avec moi et c'est vrai qu'à force d'insister, il m'avoue qu'il a trouvé mon journal intime et là, je vois pas du tout de quoi il me parle parce que j'ai pas de journal intime et quand il commence à me dire qu'il a soulevé mon matelas, je me rappelle que ce carnet et ce téléphone sont à cet endroit-là et je réalise que le journal intime dont il parle, c'est en fait le carnet de mes récits de l'époque où je me prostituais. Du coup, ça explique son comportement un peu étrange à mon retour. Il sait pas comment se positionner vis-à-vis de ça. Moi, sur le moment, je suis hyper déçue, en fait. Je suis même pas dans la colère, j'ai été trahie, par quelqu'un en qui j'avais vraiment confiance et du coup, bah, je décide bien sûr d'arrêter la relation ici et puis, je le mets à la porte, quoi. Le doute que j'ai aujourd'hui, c'est que je sais pas si il va raconter cette histoire à quelqu'un d'autre. On a beaucoup d'amis en commun. Je sais pas s'il a pris des photos, je sais pas si, il a gardé des choses de ce qu'il a vu ou lu. J'ai pas eu l'occasion de reparler avec lui en direct. J'ai décidé aussi de pas me justifier ni de m'expliquer parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'appartient, ça le regarde pas. Ça m'affecte parce que j'ai quand même le sentiment d'avoir été un peu forcée à dévoiler un aspect de moi que j'avais pas envie. Ça a un peu brisé la bulle dans laquelle cette histoire se trouvait et qui me convenait bien. Du coup, c'est pas évident pour moi maintenant de me dire que cette histoire, en fait, elle m'appartient plus qu'à moi seule. Je dois la partager avec quelqu'un avec qui j'ai pas choisi de la partager. C'est vraiment ce qui m'embête aujourd'hui dans toute cette histoire, quoi. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que mon téléphone est éteint, je l'ai pas rallumé. J'y pense de temps en temps, les moments comme d'habitude où j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie, il peut m'arriver de me sentir seule, ça me titille de le rallumer, de compléter encore quelques pages. Maintenant, les freins que j'ai sont vraiment sur ce qui s'est passé, les dernières fois, le fait qu'on ait pu partiellement m'identifier, le fait que ce secret, bah, je le partage finalement avec une personne avec qui j'ai pas choisi de le partager et c'est ce qui me freine aujourd'hui à reprendre, cette activité, même si c'est de manière momentanée. Si demain ma vie venait à changer, que je devais déménager ou, être dans un autre environnement, ouais, c'est quelque chose que je pourrais, envisager de reprendre.
Je sais pas trop de quelle manière ou à quel rythme, mais je pense que comme d'habitude, je me laisserai juste guider par ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Concernant l'argent que j'ai gagné pendant ces 2 ans, donc ça représentait une somme d'environ 8 000 €. J'ai acheté une voiture qui est tombée en panne, après quelques mois et que j'ai pas eu la possibilité de réparer, et j'ai également fait une petite opération esthétique qui n'a pas du tout fonctionné. Du coup, il me reste 500 € dans cette boîte que j'ose même pas toucher. Même si je prends cette, période de ma vie comme une expérience sociale et humaine, je pense qu'au-delà de ça, il y a sûrement un aspect un peu plus psychologique derrière qui demanderait peut-être à être un peu creusé, notamment si je fais le lien avec, certaines discussions avec mon psychologue qui faisait état de certains abus. Est-ce que c'est anodin de se lancer dans la prostitution quand il y a une suspicion d'abus dans l'enfance? Je sais pas, c'est des portes qui sont ouvertes, que j'ai pas encore franchies, mais c'est quelque chose qui me permet d'avoir à l'esprit que peut-être les choses qu'on fait, elles ont une raison un peu plus profonde que ce qu'on peut se laisser croire, quoi. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 291, un témoignage recueilli par Lola Berthet. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. L'introduction a été écrite par Christophe Caron. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.